intervention, je vais essayer de la formater en ligne. Demi-heure, c'est ce qu'on m'a demandé. Non, on m'a même dit 20 ou 25 minutes. Je vais essayer de la formater en 20 ou 25 minutes. Vous pouvez trouver sur la toile un exposé beaucoup plus substantiel, puisque la première fois que je suis intervenu sur ce sujet, il y a je crois que c'était en 2013, dans une conférence qui était entièrement filmée et que vous pouvez trouver sur la toile, c'était à Paris. Donc vous pouvez trouver, si vous tapez Clapoco, vous pouvez trouver la conférence la plus longue. Ma vidéo la plus longue sur la toile porte sur le sujet que je vais exposer maintenant. Alors, est-ce que c'est bon? Je me suis hasardé à écrire en guadeloupéen. Vous comprenez bien que mon accent suédois a pu me jouer des tours dans la translittération. Est-ce que c'est nègre qui vend nègre? Donc, la question c'est, les Africains se sont-ils vendus eux-mêmes aux Européens? En d'autres termes, les Africains furent-ils les responsables de leur propre malheur? Mais qu'est-ce qu'être responsable? C'est répondre d'un acte commis à autrui, ayant lésé autrui. Donc, répondre d'un acte ayant lésé autrui, c'est ça la responsabilité. Donc, un responsable, quelqu'un qui doit répondre d'un acte qui a été commis à autrui. Donc, quelle est la part des Africains dans la responsabilité, etc. Rapidement, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. Avant que je rencontre une Martiniquaise et que je me retrouve en nous projetant à me dire, peut-être que si nous avons des enfants, de se amener à leur expliquer, tu vois, c'est parce que mes ancêtres ont vendu les ancêtres de maman que nous avons eu la chance de nous retrouver. J'ai dit, non, il faut vraiment que je réfléchisse avant qu'ils arrivent, sinon ça va être compliqué pour moi d'expliquer. Bon, heureusement pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça et j'y travaille depuis une vingtaine d'années. Et je voudrais rendre hommage au doyen Bouin Babon. Ce n'est pas cette belle édition que moi j'avais, c'est l'édition Ménelbuc de son ouvrage. Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, doyen. Ouais, il y a une quinzaine d'années, et c'est celui-là qui m'a aiguillé vers ce chemin, car l'histoire que nous apprenons à l'école n'est pas celle qui est écrite ici, et le doyen est probablement le précurseur de cette façon d'investiguer dans notre histoire. Je devais lui rendre hommage, et dans les ouvrages qui sont consacrés à la question, voilà. Oui, c'est une nouvelle édition dont la forme est beaucoup plus intéressante, mais le texte est rigoureusement identique à celui que j'avais, et de toute façon j'ai aussi cette édition qui est oui, qui était en 2 tomes. Ce que je voulais dire, c'est vraiment probablement le premier auteur à m'avoir engagé plus fermement dans cette voie, parce que toute l'économie argumentaire que j'ai développée dans mon ouvrage est dans ça. Simplement, je suis en France, je termine mes études, je travaille un peu, et au milieu des années 2000, il y a un phénomène qui arrive, et Olivier Pétrel-Mulot qui écrit un ouvrage qui fait toute sa fortune académique. Et quand j'essaie d'expliquer au Nord que maintenant, il y a le grand gouvernement qui a expliqué que tout ça, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Il y a un ouvrage qui a plus de 10 ans. On me dit, mais toi, tais-toi, est-ce que tu l'as lu, Olivier Pétrel-Mulot? Je dis, non, je ne peux pas dépenser 30 € pour lire un ouvrage aussi stupide. Il n'y a rien dedans. On me dit, non, tu n'es pas honnête. Par honnêteté intellectuelle, tu aurais dû avoir lu l'ouvrage avant de dire qu'il ne vaut rien. Et donc, j'ai dû me dépenser 30 € pour acheter l'ouvrage d'Olivier Pétrel-Mulot. Et si vous voyez mon exemplaire, il est stabilé de partout. Et ça m'a obligé après à écrire mon propre ouvrage pour argumenter, argument contre argument, pour montrer en quoi c'est que le métamanioc de l'université française en la matière, en quoi son propos est totalement stupide. Donc vous pouvez prendre les 2 ouvrages et comparer les arguments, et c'est la seule chose que j'apporte, une réponse circonstanciée à partir du travail, notamment du doyen Bouin Babon, une réponse circonstanciée à l'œuvre de Olivier Pétrel-Mulot, qui depuis est devenu directeur au CNRS, etc., une grande fortune. Évidemment, lorsqu'on crache sur l'histoire des Africains, cela peut vous booster la carrière. Sachez-le, si vous avez envie d'être bouti, crachez sur vous-même, vous allez monter très haut. Alors, quels furent les protagonistes africains du crime contre l'humanité? C'est pour cela que ça, c'était un recueil des cours de sciences, des cours de panafricanisme, de culture générale panafricaniste que j'ai donné en Martinique. Ce sont mes textes, des cours que j'ai recueillis. Parce que le pari de ce cours, c'était quoi? Si vous connaissez à peu près dans ces grandes lignes les 2000 ans qui précèdent, les 2000 ans de l'histoire du continent qui précèdent l'arrivée des Blancs, donc 15e siècle, 1500 moins 2000 ans, donc du moins 5e au 15e siècle, si vous connaissez dans cette histoire, il y a un certain nombre de stupidités qu'on raconte que nous ne pouvons pas accepter.
C'est pour ça que j'ai écrit rapidement ça, pour résumer ces 2000 ans d'histoire, comme antidote à l'historiographie telle qu'elle nous est présentée. Donc, que firent les protagonistes africains et quelles étaient leurs motivations? Voici ce que dit Olivier Petro-Grenouille en question. Sans l'existence en Afrique d'une offre en captif assez importante et élastique, ces traites n'auraient... Bon, si on pose la question sur l'élastique, je vous dirai, puisque j'ai un cursus économique, ce qui n'est pas son cas, et dans son ouvrage, il n'a même pas compris ce que c'est que l'élasticité d'une offre. Il n'a pas compris. Mais je l'ai expliqué dans mon livre. N'aurait en effet n'a pas pu se développer. L'essentiel des captifs produits en Afrique noire le fut par les pouvoirs en place. Globalement, ces pouvoirs donc, ceux-ci sont restés les maîtres des jeux de l'échange tout le temps que la traite négrière dura. En conséquence, l'Afrique noire est concrètement et volontairement entrée dans l'engrenage négrier. C'est ce que le Blanc a dit aux pages 74 et subséquentes de son ouvrage. C'est donc ce qu'on appelle l'économie argumentaire, c'est-à-dire les principales pièces d'une argumentation. Et la citation que je viens de faire trop rapidement parce que je n'ai pas le temps, on peut la séquencer comme suit. Premier point, donc les éléments de cette économie. Premier point, préexistence en Afrique d'une abondante offre de captifs nets. Donc avant que les Blancs n'arrivent, c'était nos us et coutumes que de nous vendre les uns aux autres. Deuxième point, le pouvoir local producteur et exportateur de bois de peine. Nos élites, nos souverains auxquels nous remettons la responsabilité de notre destin collectif, c'est leur principale activité, c'était de nous vendre les uns aux autres. Troisième point, les Noirs nègres sont donc les maîtres des jeux de l'échange. C'est-à-dire quand les Blancs sont arrivés, le système est déjà verrouillé et les maîtres, ce sont les rois nègres. Dernier point, par conséquent, nous sommes volontairement, c'est volontairement que nous nous sommes vendus nous-mêmes aux Blancs parce que voilà, on avait une surproduction de bois d'ébène et on ne savait pas quoi en faire. Dès qu'ils sont arrivés, on a rempli les bateaux. On était trop contents de remplir les bateaux. J'aurais pu mettre un quatrième point. On était tellement contents que quand l'heure de l'abolition est venue, ils ont dû nous frapper, nous chicoter pour nous obliger à abolir, puisque l'histoire de l'abolition commence avec qui? Granville Sharp, enfin vous connaissez l'histoire, ça commence en Angleterre, ça ne commence pas sur les plantations. L'abolition, ça ne commence pas avec Boukman ou bien Makandala, c'est un nom Congo. Ça ne commence pas avec Makandala qui brûle peut-être. Ça commence avec Granville Sharp dans les cafés à Londres qui parle d'abolitionnisme au XVIIIe siècle. Finissons. Bon, voilà. Évidemment, les résistances, dans cette économie argumentaire, les résistances des Africains sur le continent n'ont pas sa place. Si nous nous sommes vendus nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir résisté. Voici pourquoi l'historiographie de la résistance n'existe pas dans ce dispositif argumentaire. Donc, il aurait été intéressant que j'ai le temps de vous faire un topo sur ces résistances hier, mais bon, ce sont les circonstances. Ça vous oblige à lire mes livres. Ah, quel malheur. Et bon. Donc, il dit, Olivier Petro-Grenouille, alors, rapidement, cette économie argumentaire n'est pas une invention d'Olivier Petro-Grenouille. Il fait juste une synthèse de ce qu'on raconte dans tous les livres d'histoire fabriqués par les Blancs sur nous. Si vous êtes allé à l'école, c'est ça que vous avez lu, d'une manière ou d'une autre. Je le souligne ici à grand trait, mais c'est ça qu'on raconte dans les écoles. Sans l'existence en Afrique d'une offre en captif aussi importante et élastique, ces traits n'auraient en effet pas pu se développer. Donc, allons voir dans l'histoire de l'Afrique avant l'arrivée des Blancs, vous pouvez vérifier ça ici, ou bien dans les 3 premiers tomes de Histoire générale de l'Afrique, disponibles en libre téléchargement sur la toile. Donc, AGA, pour les connaisseurs, on dit Histoire générale de l'Afrique. AGA, ce sont des documents, les actes d'un colloque, très précisément, on fait les actes de travaux scientifiques menés sous l'égide de l'UNESCO dans les années 70 qui ont rassemblé une trentaine des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Afrique en l'état des connaissances de l'époque. Et ce sont ces actes qui ont été rassemblés dans ce qu'on appelle Histoire générale de l'Afrique. C'est un document qui a été traduit en plus de 18 langues et qui est bien entendu n'est enseigné ni en France ni en Afrique dite francophone. Ces ouvrages ne sont pas dans les programmes d'enseignement. Eh bien, ce document, ce livre, résume à peu près les 3 premiers tomes, en particulier le tome 2, le tome 3 et le tome 4.
sauf erreur. Donc, si vous avez la flemme de lire AGA, alors que c'est gratuit, c'est téléchargeable, vous pouvez acheter le livre de Claude Popo qui est cher. Ah, qui n'est pas gratuit, qui est très cher. Ok. Donc, sans l'existence préalable, allons vérifier ce premier point. Y avait-il des esclaves en Afrique avant l'arrivée des Blancs? Comment puis-je vérifier cela si je ne sais pas ce que c'est qu'un esclave? Bien entendu, vous pouvez fouiller les 360 pages d'Olivier Petronio, jamais il ne proposera une définition de l'esclave. Du coup, il peut vous parler de tout et de n'importe quoi au titre de l'esclave, il ne sait pas ce que c'est. Et bien moi, je vous dis ce que c'est, parce que je fais un peu de sciences politiques et on parle un peu d'esclavage en sciences politiques, notamment avec Claude Meyassou. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est un être humain qui est la propriété légale d'un autre être humain. Il faut souligner le légal. Ça veut dire que dans la société où il existe l'esclave, cette société, dans son droit ou dans ses us et coutumes, admet la possibilité légale qu'un être humain soit la propriété d'un autre être humain. Si ces circonstances ne sont pas acquises, il n'y a pas d'esclave. Un esclave, c'est ça. Ce n'est pas toute forme de servitude, c'est une forme particulière de servitude qui consiste dans la chodification de l'être humain, dans sa marchandisation, si je veux parler comme Marx. Donc c'est ça l'esclave. Je vais vérifier donc dans la société africaine si ça existe. Le droit pour un autre d'un être humain d'être la propriété d'un autre être humain existait-il en Afrique avant l'arrivée des Blancs? Ma réponse est absolument non. J'ai étudié le sujet pendant une vingtaine d'années. Je suis prêt à être confronté à toutes les archives que vous pouvez proposer sur ce sujet. C'est non. Je le dis aussi évidemment sous le patronage du doyen Boimabam qu'il a établi longtemps avant. Aucune preuve de cela. Ma réponse est non parce qu'on connaît l'Afrique d'avant l'arrivée des Blancs. On connaît les sociétés africaines qui existaient avant l'arrivée des Blancs et j'en ai nommé quelques-unes. Québec, c'est donc l'Égypte ancienne, vite fait. Ouagadougou, Couche, Congo, Dila Zimbabwe, etc. Tout ce que j'ai cité, vous les trouvez dans Histoire générale 2, c'est l'Afrique ancienne. Le titulé d'Histoire générale numéro 2, le volume 2, c'est l'Afrique ancienne. Donc ces sociétés sont documentées. Au moins depuis les années 70, même avant. Et donc dans l'Histoire générale de l'Afrique, vous avez des chapitres consacrés à chacune de ces sociétés. Vous ne verrez jamais, donc c'est pas moi qui les ai inventés, ça existe, c'est disponible. Vous ne verrez jamais de l'esclavage là-dedans. Tel que je le définis très précisément. Ça n'existe pas. Et on ne vous parle pas ici de petites tribus, non. Si je vous parle, par exemple, Ouagadougou, c'est le pays qu'on appelle Ghana. À son apogée, au 9e siècle, ce pays est au moins aussi grand que toute l'Europe occidentale. Il a sa propre monnaie, c'est le Mictal. Et je fais l'histoire de la monnaie en Afrique, justement, et où je raconte l'histoire des 3 principales monnaies ancestrales avant l'arrivée des Blancs. Donc, les institutions africaines, à tous les points de vue, n'ont rien à envier à celles qui existent partout dans le monde à cette époque, c'est-à-dire pendant les 2000 ans qui précèdent l'arrivée des Blancs. Soit dit au passage, on doit être un peu vigilant quand même. Pendant ces 2000 ans, quand je dis entre le moins 5e et le plus 15e, vous ne voyez pas que les 1000 dernières années correspondent dans l'historiographie des Occidentaux aux Dark Ages. C'est le Moyen-Âge. Cette période de flamboyance civilisationnelle en Afrique correspond au moins pour sa moitié à l'obscurantisme en Europe. Ils peuvent pas nous apprendre quelque chose qu'ils arrivent, ils sont morts de faim. C'est ce que je devais préciser. La peste noire, c'est 1360, dans les années 1360, qui a décimé au moins le tiers de la population. Ils n'ont rien. Non, ils vont venir acheter les Africains contre quoi? C'est pas moi qui ai fait, ce sont les Américains, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont établi que l'un des souverains africains de la période, le Mansa Kankou Moussa, est l'homme le plus riche que la terre n'a jamais porté jusqu'à présent. Il y a un documentaire, je ne sais pas comment ils ont calculé sa fortune, en tout cas ce que cela exprime, c'est que les souverains africains de la période sont tellement riches qu'ils n'ont pas besoin de qui que ce soit en quelque domaine que ce soit. Donc les gens qui portent des plumes dans les fesses, qui courent pour vendre les uns les autres, avec des morceaux d'os dans le nez, là, faites attention. Dans la période, donc les 2000 ans qui précèdent, nous avons l'université de Sankoré. L'université de Sankoré existe longtemps avant la Sorbonne.
À l'université de Sankoré, on formait notamment des médecins, dont un en particulier, le docteur Aben Ali, qui au XVe siècle a sauvé l'infante royal français. Le fils du roi de France à Toulouse était presque mort. C'est Rosa Amelia, non, c'est Sylvia Serbin qui raconte cet épisode dans son ouvrage sur reine de famille et héroïne d'Afrique, pour le chapitre concernant la dame Salou Kassaïs. Je ne vais pas raconter l'histoire parce que je n'ai pas le temps, mais vous vérifiez. Aben Ali est donc un médecin formé en Afrique, à l'université de Sankoré, au XVe siècle, dans les années 1410, qui vient en France et à partir des savoirs qu'il a obtenus, qu'il a acquis en Afrique, dans son enseignement en Afrique, soigne, sauve de la mort, le fils du roi de France. Et ce fils du roi de France lui offre 1000 louis d'or. Ça fait la jalousie de ses confrères qui vont l'empoisonner. Évidemment. D'accord. Donc, Lisée Bernadette Menou, c'est une historienne française spécialiste de l'Égypte ancienne qui essaie, dans les archives juridiques de l'Égypte, de vérifier si il existait le droit pour un être humain d'être la propriété d'un autre être humain. Pour nous autres panafricanistes, l'Égypte ancienne est évidemment la société africaine par excellence, qui a construit les édifices les plus consommateurs de main-d'œuvre. Or, cette Égypte ancienne, selon les travaux de Bernadette Menou, n'a jamais pratiqué le droit pour un homme d'être la propriété d'un autre être humain. Donc, ça n'a jamais existé en Afrique et surtout pas dans les sociétés documentées. Il dit encore l'essentiel des captifs était produit par les rois. Je vais vous montrer rapidement. Lisez cet ouvrage, essayez de vous le procurer aux éditions Chandaigne. Gomes et Agnès Zourara, il fait partie de l'entourage du premier blanc qui a financé les déportations, les expéditions négrières. Ce premier blanc, c'est Dom Enrique. Dom Enrique avait dans son entourage, dans son cabinet, un certain Gomes et Agnès Zourara. Celui-ci a rassemblé ses notes prises sur ces expéditions dans un ouvrage appelé Chronique des Guinée qui date de 1456. Et voici les chapitres de cet ouvrage. Donc un seul ouvrage suffit déjà à inventer beaucoup de considérations des nouvelles consorts. Chapitre 17. Comment nous, nos Christians, s'enfuient à l'île d'Agbénété et des morts qu'il captura. Chapitre 18. Comment dans sa robe demanda à l'éléphant l'autorisation d'aller avec ses amis à la Guinée. Comment il s'enfuit à l'île des Tigers et des morts qu'il captura. Chapitre 22 du discours de Tengil et Agnès et comment il fut à Tidère et des morts qu'il captura. Bon, ça c'est le témoignage de quelqu'un très proche du premier blanc qui a financé les déportations et les expéditions négrières et qui témoigne. En tout cas, au XVe siècle de son témoignage, il capturait des Africains et il décrit les scènes de capture. Ils arrivent nuitamment, ils repèrent des pas, ils s'arrêtent, ils attendent. Quand les gens dorment, ils font sur eux et ils les attaquent. Et ils décrivent les scènes. Donc, même les blancs savent, hein, c'est peut-être qui est pas bon. En tout cas, les protagonistes ou leurs témoins, leurs contemporains le savent et l'écrivent. Bon, voici rapidement, je suis désolé, je n'ai pas le temps, mais je vais vous montrer ici comment ça se passait. Je ne vais pas le décrire. Il a dit que les rois africains étaient les maîtres du jeu de l'échange. C'est eux qui contrôlaient le business. En réalité, le principal maître du jeu des échanges, il s'appelle Henri le Navigateur, c'est Dom Enrique. D'abord, ils vont mener la guerre à Ceuta. Quand ils vont battre Ceuta, c'est le butin accumulé à Ceuta qui va leur permettre de financer les expéditions. Et après, ils vont s'allier aux Génois. Où est-ce qu'on va faire? Où est-ce que vous allez faire vos mariages là? Une ville, à Venise, aux Vénitiens. Pourquoi ils vont s'allier? Pourquoi Dom Enrique, l'équipe de Dom Enrique va s'allier à des protagonistes vénitiens? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Venise est l'une des plaques tournantes de la vente de blancs par les blancs. Ils ont l'expérience de la vente du commerce d'êtres humains. Et c'est pour cela que Dom Enrique, quand il va commencer ses expéditions transatlantiques, va chercher les professionnels de ce business et il va recruter des Vénitiens, notamment l'un des premiers, Alvise Cadamosto. Et bien entendu, soit dit au passage, ces Vénitiens sont pour la plupart des Juifs ou bien des converses
ont renoncé à... Qui ont fait semblant de devenir chrétiens pour éviter Isabelle la catholique et son inquisition. Donc voici, le maître, le vrai maître des jeux de l'échange, c'est Dom Henrique. Et son titre, c'est pas moi qui le lui ai donné, c'est le roi du Portugal, qui est son frère, lui a donné le titre de premier gouverneur de Guinée. Comment ça se passe? En 1492 ou 94 de mémoire, le traité de Tordesillas partage le monde pour la première fois. Et ce traité de Tordesillas attribue l'Afrique de droit au Portugal et l'Amérique de droit aux Espagnols. Donc l'Afrique, tous les territoires de l'Afrique découverts par les expéditions financées par Dom Henrique sont sa propriété de droit divin, car c'est une bulle papale, la première bulle papale, qui va entériner ce partage du monde. Donc, le maître des jeux de l'échange, il s'appelle Dom Henrique. Et si vous regardez sa filiation, vous comprenez que ce sont les rois européens qui sont les maîtres des jeux de l'échange. Puisque Dom Henrique est le fils d'une Anglaise, Philippa de Lancaster, et du roi du Portugal, roi premier qui est son père. Sa sœur, la sœur de Dom Henrique, est l'épouse du duc Philippe III de Bourgogne, lequel duc Philippe III est donc lui aussi des familles royales. L'infant Henrique finança les expéditions de côte africaine dès 1420 jusqu'à sa mort en 1460, et en 1442, le pape Eugène IV, pour une bulle papale, il lui attribue de droit divin toutes les découvertes géographiques sur les côtes africaines. Le maître des jeux de l'échange, c'est Dom Henrique, et à travers lui, toutes les familles royales européennes. Jusqu'à présent, elles se repaissent du butin qu'elles ont pris sur les Africains. C'est eux les maîtres du jeu de l'échange. Pourquoi Charles Quint reçut le pseudonyme de Quint? Parce qu'il percevait le quint, c'est-à-dire le 5e, soit 20% de chaque expédition transatlantique faite par ses sujets. C'est le businessman. Bref. Bon, on m'a donné 5 minutes, je vais arrêter là. Avec une citation poignante. Vous voulez que je la retrouve? Donc, cet ouvrage est publié par Aventure des Négriers, c'est publié par Théodore Cano. Théodore Cano, il a fait fortune, il est devenu millionnaire sur les côtes africaines, notamment dans le Rio Congo, au large de la Guinée-Conakry actuelle. Il a fait fortune sur le 19e siècle. Je suivrai les siècles, j'aurais pu prendre siècle par siècle pour démontrer que les maîtres du jeu de l'échange, tous les siècles, donc tout le temps que durera, ce sont les blancs. Lui, c'est un blanc, Théodore Cano. Il a reçu les côtes africaines au 19e siècle, il fait fortune, il ressort millionnaire en une dizaine d'années d'expédition. Et il retourne dépenser, gaspiller sa fortune à Boston. Il est pris de remords au soir de sa vie et il se confie à un journaliste, Franz Meyer. C'est ce qu'il donne cet ouvrage, Aventure des Négriers. Et voici ce qu'il dit dans cet ouvrage, en substance. Les 3 quarts des esclaves exportés d'Afrique sont le fruit de la cupidité de notre race. Donc les protagonistes, tout le temps que Duras savent exactement qui fait quoi. Lui, il a déporté les Africains, il a organisé le trafic dans la période dite de l'Europe, et il dit les 3 quarts des Africains qui sont déportés sont le fait de la cupidité, non pas de notre race. Il cite même les principaux protagonistes de ce trafic à son époque sur les côtes africaines. Il va vous citer Chacha, il va vous citer Mungo John, en fait, ils ont des noms un peu de voyous de western. Ben voilà, voici les noms. Donc lui-même, Théodore Cano, il s'appelait le secours à Canon. Donc il n'achetait pas, il canonnait pour prendre. Et Jack Ormond s'appelait Mungo John. Francisco Félix da Sousa s'appelait Chacha. Chacha, il a une statue équestre à Ouida. Il est considéré aujourd'hui comme un noble au Bénin, alors que c'est un criminel. Donc Pedro Blanco, alias le Rothschild de la traite. Il est très expressif, le Théodore Cano. Et puis, Mary et Paul Faber. Mary et Paul Faber sont des Britanniques qui ont eux aussi régné dans ce trafic négrier au 19e siècle. Donc, les protagonistes le savent. Et aux États-Unis, on compte plus
plus de 600 récits de captifs africains sur les conditions de leur mise en captivité. Et vous pouvez encore, il y a beaucoup de ces récits qui restent inédits, qui ne sont pas encore transcrits. Vous pouvez vérifier, ceux qui sont publiés établissent toujours très fermement qu'à l'origine d'une déportation, il y a de la violence. C'est pour cela que dans les langues africaines du Golfe du Bénin, on appelle, non pas traite négrière, mais on dit Yovoda. Yovoda, c'est le crime de l'homme blanc. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est le crime de l'homme blanc contre l'humanité. Je vous remercie.